Merci de votre fidélité au programme de Renouveau TV et bienvenue dans votre émission Regard croisé, débat autour de la fin ou non de la transition après l'expiration du délai de 24 mois qui était imparti à la transition d'après un délai pris à travers un décret pris par le conseil, par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, il y a quasiment 2 ans de cela. Débat qui enfle entre les tendances politiques et même de la société civile. Donc un débat qui divise les Maliens. C'est pourquoi nous avons décidé ce soir de retenir la thématique débat autour de la fin de la transition, un sujet qui divise. Pour en parler, nos invités, ils sont 4. Le premier, le docteur Ibrahima Sango, il est analyste politique. Docteur Sango, merci d'être là. Merci à tout le monde également. Docteur Amadou Touré, il est spécialiste en sciences politiques. Docteur Touré, merci d'être là. Merci, bonsoir. Merci pour l'invitation. Troisième invité, M. Bagui Diarra, il est analyste politique, non moins spécialiste sur des questions d'énergie. Bagui Diarra, merci d'être là. Ok, merci bien, M. Sylvain. Le professeur Abdul Karim Djamoutine, il est politique aussi et professeur d'enseignement supérieur. Professeur Djamoutine, merci d'être là. C'est moi qui vous remercie. Bonsoir aux co-débatteurs et chers téléspectateurs de l'intérieur et de l'extérieur. Merci. Avant donc d'ouvrir le débat sur notre sujet principal, l'électricité se fait toujours désirer par les Maliens. Elle manque toujours à l'appel déjà, docteur Touré. Comment est-ce que nous sommes en train de nous accommoder à la situation finalement? S'agissant de cette question, moi, ce que j'aurais proposé à l'EDEM et aux autorités, c'est que l'électricité pourrait revenir à sa vocation première. L'électricité, c'est la lumière de la nuit. Si on pourrait avoir l'électricité la nuit, ça pourrait améliorer un peu les conditions de vie. La situation, je peux dire que ça s'améliore d'un quartier à un autre et les appréciations diverses. Donc, ce que je conseille, c'est plutôt de ramener l'électricité à sa vocation première, de nous la donner surtout la nuit, pour qu'on puisse avoir oui, mais est-ce que déjà, si on essaie d'évaluer ce plan de délestage que l'EDEM avait proposé au début de ce mois de carême, déjà, qu'en est-il du respect même de l'application de ce plan de délestage? Ce respect à mon niveau au quartier de Atete-Bougou, Niamana, il y a un respect, il y a même une nette amélioration. Parce que hier et aujourd'hui, nous sommes passés de 6h à 11h d'électricité. Ça, c'est là où je suis. Bon, ça peut être le contraire, c'est certain. Donc, on respecte un peu le carré de notre niveau. C'est de 6 heures de courant et 12 heures de off. Donc, chez nous, c'est respecté à Niamana. D'accord. 500 logements quand même. Ok, on est en train d'évaluer ce plan de délestage qu'avait proposé, sinon même qu'a proposé l'EDM à ce début du mois de carême. D'accord. Moi, je dirais tout simplement que, effectivement, quand on constate avec ce mois de carême, je vois que dans certains quartiers, c'est respectué. Et même si moi, je suis dans une zone où on a moins de problèmes quand même par rapport à l'électricité, c'est que nous reconnaissons quand même que dans beaucoup de quartiers... Vous dites que vous avez moins de problèmes? Ah oui, c'est vrai, peut-être nous sommes un peu plus du côté de Kati, et là, ça, nous n'avons connaissons à Kati, on est... Ah oui, il faut le dire ainsi, nous ne connaissons pas beaucoup les coupures d'électricité. Mais ce que je voudrais tout simplement dire, parce que le plus important, c'est quoi? Donc Kati n'est pas Bamako aussi, hein? C'est vrai, mais Kati est pratiquement tout le Bamako aussi. Oui. Mais ce que je voudrais dire... par rapport à l'électricité, moi je pense que l'électricité, je voudrais juste rebondir par rapport à ce que le docteur a dit, qu'on nous a amené l'électricité la nuit. Mais le plus important, c'est qu'il y a des gens qui vivent de cette électricité. Et dans la journée ici, qui ont des activités. Et ces activités, si on ramène tout ça là dans la nuit, est-ce que c'est facile à ce que ces gens aussi puissent travailler? Je pense que le plus important aujourd'hui, le constat est là. Peut-être tout récemment, nous avons vu que notre ministre de l'énergie avec le ministre de l'énergie du Niger aussi avait signé un protocole. Je pense qu'il était prévu de nous amener 115 millions de carburants. Parce que peut-être quand ces carburants seront là, on pourrait vraiment on peut avoir un ouf de soulagement. Mais je pense qu'il y a plein d'autres éléments. Mais pour le moment, ça peut servir quand même d'urgence. Et c'est surtout ce que nous avons besoin. Compte tenu également du contexte dans lequel nous sommes, le mois de carême, les canicules et tout ça.
l'électricité, si nous pouvons l'avoir 24 heures sur 24, ça sera la meilleure solution. Et professeur, l'EDM avait promis une nette amélioration pendant ce mois de carême. Est-ce que vous pensez que le résultat escompté est au rendez-vous? Ok, merci. Je crois que l'objectif des autorités, c'est 100% énergie, qu'il n'y ait pas de coupure. Même si c'était 1 heure seulement, on pourrait dire que l'objectif n'est pas atteint. Mais quand on regarde un peu ce mois de carême, même si, comme l'a dit tout à l'heure, il y a des variabilités selon les quartiers, mais on regarde globalement, n'est-ce pas, au niveau global, une légère amélioration par rapport aux périodes qui ont précédé le mois de carême. Donc, mais j'ai dit, l'objectif est 100%. Donc, toujours est-il que même s'il y a une légère amélioration, on estime que cet objectif n'est pas encore atteint. Oui, mais est-ce que le plan de délestage déjà a été respecté? Oui, c'est variable. C'est pourquoi je dis il y a une certaine variabilité selon les localités. Parce que vous voyez, quand vous regardez un peu les réseaux, vous voyez qu'il y a certaines zones qui se plaignent. Par contre, d'autres disent qu'il y a une certaine amélioration. Donc, du coup, quand vous parlez dans cette fourchette, il faut être un peu mitigé. Vous comprenez? Donc, c'est pourquoi je dis que, mais globalement, quand on essaie de faire la synthèse globalement, on sait que comparé à la période juste d'avant le mois de carême, on a une légère amélioration de la disponibilité en matière d'électricité, ce qui est à saluer, même quand bien même le déficit encore reste important. Et je voudrais profiter pour revenir par rapport à ce qu'il a dit, par rapport à la disponibilité du courant la nuit. Vous savez, il ne faut pas aller dans ça, c'est la journée. Parce que nous avons besoin, les activités économiques se tiennent la journée et la nuit est faite pour se reposer. Et donc, quand on a le courant, la journée, ça permet aux différentes unités de production, différentes entreprises, l'administration, tout le monde de travailler et encore de générer des revenus. Et même parce que quand on génère assez de revenus la journée, la nuit, on peut s'acheter des groupes électrogènes, d'autres éléments qui permettent de pallier le gap d'électricité que l'on subit durant cette période. Pour moi, et dans le cas de l'électricité, vous savez, moi j'ai toujours dit dans mes différentes interventions, comme on le dit, un problème bien posé et à moitié résolu. On voudrait réellement savoir quel est le problème réel. Quel est le problème réel? Parce que vous avez vu, on a eu des politiques, même des premiers responsables concernant la question de l'électricité à un moment donné qui sont sortis, qui ont fait des propositions, mais le lendemain, nous avons vu que la situation s'est empirée. Vous comprenez? Et donc, vraiment, le diagnostic réel qu'on nous dise, et moi, c'est ce qui me colle dans le cadre du pays. Vous savez, ceux qui ont la responsabilité de gérer aujourd'hui, c'est Dieu qui a fait qu'aujourd'hui, ils sont responsables. Sinon, demain, ça peut être vous, ça peut être non, ça peut être quelqu'un d'autre. Mais il ne faudrait pas que ceux-là qui ont l'initiative de la gestion aujourd'hui prennent les autres comme si ce sont des immatures ou des gens qui ne sont pas initiés, etc. Non. Lorsque le problème est bien posé, ça permet aux Maliens, nous sommes plus de 20 et quelques millions de Maliens, il y a des gens qui n'ont pas la mettre à la pâte, mais aujourd'hui qui peuvent suggérer des même apporter leur contribution dans la résolution du problème. Mais si un problème comme ça qui engage la vie des gens, comme vous l'avez tout de suite, vous avez vu avec cette forte canicule-là, le nombre de décès aujourd'hui est en vrac, dû au fait que souvent il y a des ruptures, coupures de courant au niveau de certaines structures hospitalières, et donc du coup, les vieilles personnes qui sont les plus fragiles n'ont pas accès à l'électricité, ce qui fait que donc il y a toutes ces différences-là pour moi. On comprend, le peuple comprend, mais il faudrait que les différents responsables, n'est-ce pas, techniques qui sont en charge de ces questions-là, quand ils se prononcent, qu'ils nous disent ce qu'on peut comprendre, quoi. Ok. Bagui Diarra, la nette amélioration qui avait été annoncée au début de ce mois de carême déjà, est-ce que vous pensez que 27 jours après, que le résultat est bien là? Je dirais, d'abord merci pour la question, je dirais que en fait, des efforts ont été consentis, mais dire que le résultat qui avait été annoncé, qu'il a été atteint, peut-être que, à mon avis, c'est difficile donc de le dire parce qu'il avait été dit en 2 étapes. La première était d'abord d'avoir un programme de délestage qui permettait effectivement aux clients ou aux abonnés donc de s'adapter un peu au rythme donc de la disponibilité de l'électricité. De façon à aligner cela avec leur activité. Donc, une programmation, si vous voulez, à leur niveau par rapport à la disponibilité. Et l'autre chose, qui est la deuxième étape, c'est qu'il y avait une expression claire et nette de besoin de la part de Énergie du Mali SA à travers son DG pour pouvoir couvrir, en fait, jusqu'à la fin de 2024. Et je pense que c'est à ce niveau-là que le problème a été nettement établi. On a une dépendance fondamentalement pour ce qui concerne les réseaux d'énergie du Mali SA, on a une dépendance du thermique jusqu'à hauteur de 70%. Et vous avez vu l'expression de besoin, 500 millions de litres seulement,
sans compter effectivement les autres intrants pour que les infrastructures marchent. Mais 70% de notre demande dépend du thermique. Et l'équivalent en termes donc pécuniaires avait été également donné que ça faisait 309 milliards de francs CFA dont on avait besoin. Et il avait été dit autre chose, c'est que la logistique pour pouvoir effectivement importer cela dans un temps record et une certaine disponibilité déjà qui était là et une partie pour le mois de Ramadan et 28 millions qui venaient pour ne pas reprendre effectivement les propos du DG de EDM. Donc pour dire qu'à ce deuxième niveau-là, cette deuxième étape-là, je ne pense pas qu'on ait pu effectivement satisfaire donc la fourniture en carburant à ce niveau-là parce que la dépendance est extrêmement élevée pour du thermique. L'autre chose qui avait été ajoutée à ça, c'est la qualité de nos réseaux, leur capacité à pouvoir souvent absorber certaines puissances pour pouvoir les transiter et aussi en période de chaleur, comme vous avez dit. La période de chaleur induit en fait une augmentation encore très claire de la demande et on sait qu'à partir de cet instant, il y a certaines lignes effectivement qui peuvent quelquefois ne pas être en mesure donc de transiter la puissance qu'il faut et on est obligé aussi de délaisser, ce qui peut même impacter aussi sur le programme initial donc de délaissage. Maintenant, pour répondre encore une fois à la question, je pense que beaucoup d'efforts ont été consentis de ce côté-là et de la part donc du ministère et de la part de l'EDM, mais fondamentalement, il y a problème d'argent derrière lié effectivement à la disponibilité du carburant que nous devons pouvoir voir à 3 niveaux. Nous avons le carburant, mais vraiment pour la mobilité de nos forces armées sur le terrain, beaucoup oublient, mais maintenant nous sommes dans la mobilité et ça c'est totalement importé. Pour l'industrie de la production d'électricité, c'est également totalement importé. Et pour l'industrie du transport également, c'est totalement importé. Donc, nous, tout est importé en réalité. Et donc, vous voyez déjà le poids financier que cela fait. Donc, il faut des solutions alternatives. D'aucuns parleront de transition énergétique. C'est là où nous sommes en train de peiner. C'est là où nous traînons les pieds. Et c'est là où les solutions résident, mais des solutions endogènes. D'accord. Issu des rangs du PASTEF, d'Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, c'est le nom du nouveau président du Sénégal. Il a été élu à l'issue de l'élection présidentielle de mars 2024. Dans la foulée même, il a prêté serment ce 2 avril et dans la foulée de cette prestation, il a nommé son mentor Ousmane Sonko comme Premier ministre du Sénégal. Docteur Touré, votre regard déjà sur ce duo Faye-Sonko qui a la responsabilité de diriger le Sénégal pour ce qui concerne Diomaye Faye pour les 5 années à venir. C'est un duo, je peux dire que c'est un duo salutaire, parce que pour plusieurs raisons. Les 2 hommes ont vécu ensemble, ont passé l'expérience de l'opposition. Maintenant, le pouvoir aussi a ses réalités, parce que quand on est chef aussi, il y a certaines réalités, mais les conseils sont ceux du conseil constitutionnel du Sénégal. C'est-à-dire qu'il faudrait éviter les 2 mots de la séparation et aussi qu'il s'engage à garder tête haute, parce que c'est des références du point de vue de la jeunesse et aussi le Sénégal compte sur eux. Maintenant, dans la logique du pouvoir, certains pensent que le président est plus ou moins invisible par rapport au Premier ministre. Non, mais c'est comme ça. C'est-à-dire qu'ils ont accepté de travailler ensemble et aussi qu'ils aient le courage à réaliser leurs projets politiques. Et parallèlement, c'est une leçon de démocratie pour les uns et les autres, surtout pour les jeunes qui ont pour l'ambition de faire de la politique. C'est-à-dire que du jour au lendemain, on ne peut pas tout avoir. Et certains, dans d'autres contrées, certains font une course vers la richesse, une course vers le pouvoir. Donc, qu'est-ce qu'il faut ? Il faudrait s'adapter à attendre le moment idéal. C'est-à-dire quand on a une idée, un idéal qui est là, et se mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour pouvoir l'atteindre. Donc, c'est des gens qui ont tout subi pour arriver à là où ils sont. Maintenant, on les regarde, parce que le pouvoir, c'est notre réalité. Et s'ils s'entendent bien, même la composition du gouvernement, d'après le Premier ministre, c'est un gouvernement de technocrates, des gens qui n'ont pas des mains liées, dans
actions non commodes ou des problèmes antérieurs. Lorsqu'on s'en tient aux promesses électorales faites par, en tout cas, le parti PASTEF-DG, est-ce que cette élection est une bonne nouvelle pour l'AES, parce que leurs positions sur certaines questions ne sont pas loin quand même. Sur la question de la monnaie, sur la question de la souveraineté. Il y a certains points de rassemblage, parce que pour le PASTEF, il y a un projet panafricaniste, mais leur vision et souverainiste, il faut ajouter. Mais leur vision, et pour nous, ce n'est pas la même chose. Ils ont plutôt une vision globale et une vision éclairée. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas se lancer tout de suite dedans. Mais ils vont voir qu'est-ce qu'ils peuvent. Mais ils sont d'accord qu'ils vont quitter le franc CFA. Mais ils ont parlé à nous faire réintégrer dans la CEDEAO. Est-ce qu'ils vont nous suivre dans notre logique? Mais ils disent quand même dans le dernier discours du président, le discours de là où il a presté serment, c'est qu'il s'engage à l'intégration, il s'engage à ce que le Sénégal soit émergent, que le Sénégal apporte plus à l'Afrique. Donc les questions que nous posons, est-ce que le Sénégal, que les gens, la population malienne ou d'autres ont souhaité rentrer dans l'AES, est-ce qu'ils vont rentrer dans l'AES? Je dirais non. Parce que la logique sénégalaise et la logique de l'AES ne sont pas les mêmes. D'accord. Docteur Sango? Moi, je dirais que c'est une bénédiction pour la jeunesse malienne, la jeunesse africaine de façon générale. Parce que ce que nous étions habitués, c'était de voir des hommes d'un certain niveau qui accédaient facilement au pouvoir, des anciens ministres, des anciens premiers ministres. On a vu que ce sont des jeunes qui ont presque tous à la durée de la fonction publique sénégalaise, qui ont pris les choses en main, qui se sont bâtis et qui, à un moment donné, ont compris, voilà. Et c'est là aussi qu'il faut saluer le leadership aussi de Sonko. Quand il a compris que le jeu est déjà fait, il fallait trouver quand même un plan B. Et c'est là où Bassirou est sorti. On peut dire qu'il a été généré politiquement. Oui, il a été généré. On peut parler de la générosité politique. Non, je pense que c'est ce que nos leaders politiques devraient avoir comme qualité. Et malheureusement, la plupart d'entre nous veulent tellement s'accrocher. Si c'était d'autres, qu'est-ce qu'ils allaient faire? Ils allaient accepter que les candidatures de tout le monde soient rejetées. Peut-être boycotter l'élection. Et encore essayer de boycotter les élections. Ils ont compris qu'il fallait avoir un plan B. Et le plan B, ça a marché. Je pense que... Mais ce qu'il ne faut pas aussi oublier, le Sénégal aussi a une culture politique aussi de très longtemps. Et la plupart de ces jeunes, quand vous regardez, ils sont sortis des universités africaines, précisément de l'université Cheikh Anta Diop. Du droit, il s'est retrouvé à l'école nationale d'administration de Dakar et son choix a été sur les impôts. Donc vous avez vu que ce n'est pas des gens qui sont sortis des grandes écoles d'Europe ou ailleurs, mais ils ont été formés au Sénégal. Et ce que le Sénégal a aussi comme culture généralement dans ces universités, vous verrez qu'il y a une représentation des partis politiques au sein de ces universités, surtout dans les campus. Donc ils ont également très tôt, ils apprennent à se former, les jeunes sont formés. Et la formation de la jeunesse est extrêmement importante. Et là, c'est là où je ne suis pas tout d'accord avec la classe politique malienne. On n'a pas tendance à former nos jeunes. Et c'est vrai, l'État, à un moment donné, mettait les moyens à la disposition des partis politiques. C'est quoi? C'est pour former les cadres, c'est pour former les militants, c'est pour former également les sympathisants. Malheureusement, on comprend que très peu de partis politiques font ça. On peut vous dire quand même que les Sonko et les Diomaye n'ont pas milité dans un parti politique avant la création du PASTEF. Oui, mais ils ont été dans du syndicat au parti politique. Mais ils ont pu prendre les premières leçons politiques, ils ont pu apprendre ça à l'université. Donc c'est là où ils sont sortis. C'est vrai c'est des syndicats, ils se sont retrouvés et tout de suite, tout le monde sait qu'entre le syndicalisme et la politique, il n'y a pas une grande, comment on appelle là, il n'y a pas une très grande barrière. C'est la chambre et l'antichambre. Donc ces jeunes aujourd'hui nous ont montré qu'on peut partir de rien du tout et avoir des ambitions et puis être président de la République d'un État. Donc c'est là où je voudrais aussi inviter tous ceux qui ont des ambitions pour des années à venir, qui doivent peut-être s'inspirer. Je pense que quelque part, ils ne seront pas les premiers à être dans ces conditions. Je pense que peut-être il y a très longtemps de cela, avant nos indépendances en 58 ou autres, je pense que si on fait référence à ça, il y a Kwame Nkrumah, c'est de la prison qu'il est devenu Premier ministre du Ghana. Et plus tard, il est devenu président du Ghana. Donc c'est pour dire qu'on a beaucoup d'exemples de ce genre. Ouais. Mais aujourd'hui, je pense que la jeunesse africaine... On ne va pas citer Nelson Mandela. Ouais, Nelson Mandela également fait partie de ces gens. Mais je pense que la jeunesse peut aujourd'hui s'inspirer de ces jeunes.
Professeur, hein, cette accession de Diomaye Faye, du duo Faye Sonko au Sénégal, hein, au pouvoir sénégalais déjà, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour les pays de l'AES par exemple? On a vu quand même que l'élection de Diomaye a été fortement saluée par l'opinion hein, de l'AES. Ok, et d'abord, je vous souhaiterais intervenir par rapport à une question. Est-ce que le Sénégal a une leçon de démocratie? Moi, au-delà de la leçon de démocratie, je ne vois pas une leçon de démocratie, mais je vois une leçon de leadership de Sonko. Parce que vous savez, déjà, comme vous avez dit, la capacité de renoncer à soi-même pour mettre au devant l'intérêt. Ouais, mais est-ce que la leçon de ce n'est pas la bonne organisation de l'élection, par exemple? Non, vous savez, il y a certaines élections qu'on ne peut pas truquer. Si ça ne tenait qu'au pouvoir, il y aurait un second tour. Mais vu cela de marée, et d'abord le candidat Diomaye qui a été présenté n'était pas aussi connu. Mais simplement la personnalité de Sonko, le fait que Sonko l'a désigné, ouais, le peuple l'a accepté systématiquement. Et donc du coup, Sonko a su se surpasser. Vous comprenez? Et donc cela revient maintenant, et tout dépend de Diomaye de pouvoir se surpasser aussi et pouvoir cohabiter avec Sonko. Parce que vous imaginez, regarde, le piège c'était où? Vous imaginez déjà, le candidat du pouvoir est venu avec plus de 30%. Ça voudrait dire quoi? Si le parti passé n'avait pas présenté de candidat, ce dernier serait élu. Or, l'objectif, en interdisant à Sonko d'être candidat, c'était pour que ce parti puisse, n'est-ce pas, appliquer la tactique de la chaise vide pour ne pas aller aux élections. Donc, du coup, ce qui est à saluer, c'est le leadership, le modèle de Sonko doit être enseigné dans l'ensemble des écoles politiques, à la jeunesse. Un coup de maître. Bien, c'est ce qu'il faut voir. Parce que je vais vous dire, vous vous souvenez bien ici, lorsque un peuple rejette un système, le peuple rejette, vous vous souvenez bien ici en 2013, quand on devait choisir le candidat Feu Ibeka ici, vous avez vu le raz de marée que ça fait. Dans d'autres pays, actuellement, l'environnement sous-régional est dans un contexte de rejet du système ancien. Donc, du coup, quel que soit le système, le candidat, n'est-ce pas, vous allez passer. Et on a vu avant les élections, vous imaginez très bien, même le président de la Cour constitutionnelle, n'est-ce pas, qui a essayé de faire subir tout à Sonko. Quand l'autre est venu, on l'a démis. Ça veut dire quoi? Les gens se laissent toujours influencer, n'est-ce pas? Ce n'est pas forcément la solidité, n'est-ce pas, des institutions qui gouvernent. On a vu les décisions qui ont été prises avant que, quand il s'agissait d'arrêter Sonko, il s'agissait d'interdire, de dissoudre son parti. Nous avons vu tous ces différentes éléments. On n'avait pas su que l'institution, aujourd'hui, dont on est en train de louer les mérites, étaient là. Moi, c'est le leadership de Sonko. Maintenant, venons-en par rapport à l'AIS. Moi, quand j'ai écouté là, ces gens-là, il ne faut pas trop espérer. Faut pas trop espérer. Vous savez, entre pays, c'est la réelle politique. Dans tous les cas, nous posons la question, nous n'espérons rien. Hein? Non, oui, c'est pour donner mes arguments, au fait. Vous savez, quand vous regardez un peu dans notre espace ici, la géopolitique, vous savez, il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Sénégal, il y a les autres pays de l'intérieur. Ouais, il y a une question de leadership et d'ego qui est là entre les différents pays. Et donc, du coup, actuellement, la configuration de l'AIS à travers les trois pays leur offre une certaine opportunité, n'est-ce pas? Une opportunité de se ressaisir. Maintenant, le Sénégal n'acceptera venir dans l'AIS que lorsqu'il est assuré de pouvoir garder son leadership. Or, tel que les gens de l'AIS, les différents présidents, les différents ministres sont en train de ficeler, sans d'abord les autres éléments, ça veut dire qu'ils vont ficeler à leur avantage. Donc, quand vous voulez venir, c'est des critères déjà préétablis. Vous comprenez? Et donc, sur le plan économique, un certain nombre de choses, ce n'est pas évident. C'est pourquoi, quand j'ai écouté le premier discours qui a dit on reste CEDEAO, on reste monnaie, etc., en tant qu'économiste, moi, je comprends. Maintenant, ce sont des discours qui ont été faits pour essayer de parler au peuple un peu novice, qui ne comprennent pas la profondeur de ces discours-là, qui ne sont pas forcément économistes, etc., qui ne comprennent pas, ne mesurent pas la profondeur. Mais aujourd'hui, ça voudrait dire quoi? Il y a un problème déjà. Il y a un problème quant au fait que le Sénégal puisse être favorable trop à l'AES. Mais tout dépendra de l'opportunité, des offres que les pays de l'AES vont faire au Sénégal. D'accord. Parce que le Sénégal, tout comme les autres pays côtiers, sont également en concurrence en faveur de l'AES. Donc, du coup, en fonction des offres, n'est-ce pas, qui seront faites par les pays de l'AES, donc dépendra maintenant des relations futures entre le Sénégal et l'AES. Monsieur Diarra, sur cette élection de Diomaye Faye à la présidence du Sénégal et la nomination de Sonko comme Premier ministre. Oui, merci bien. Je pense que sur la situation du Sénégal, il y a, moi, à mon niveau, deux choses qu'il faut quand même saluer et mettre en avant. La première, c'est vraiment ce que
le peuple sénégalais est resté juste et même très juste. On peut dire qu'il est resté debout face aux enjeux effectivement de l'ère. La deuxième chose, c'est vraiment ce leadership partagé donc de Sonko ou des leaders même du PASTEF. Mais pour aller un peu plus loin dans ça, à l'intérieur, il y a deux choses. Il y a d'abord la conviction et l'engagement politique pour ces leaders-là du PASTEF. C'est extrêmement déterminant. Pour revenir à la première, on oublie quelque part déjà que c'est la façon de gérer son deuxième mandat et avec une certaine volonté de glissement dans un troisième mandat du président sortant Macky Sall qui l'a conduit à faire beaucoup d'abus et beaucoup de choses effectivement à Sonko et on peut dire au PASTEF donc dans sa globalité. Le peuple sénégalais n'a pas accepté quelque part cette injustice-là plutôt. Et donc le peuple est resté effectivement, non pas peut-être directement pour Sonko, mais au moins pour combattre cette injustice. Un vote sanction. Exactement. Donc je suis tenté quelque part de dire effectivement qu'il y a le vote sanction qui fait partie de cela. Et donc ça, c'est un élément à intégrer à mon avis dans les analyses. Et toujours au niveau de cette première chose, vous allez voir que parce qu'il y avait une volonté de glissement dans un troisième mandat qui n'est même pas arrivé, Macky Sall a organisé autour de lui un candidat pour la majorité. Il était finalement arrivé à imposer un candidat au sein effectivement donc de sa mouvance présidentielle. Ce qui aussi n'a pas plu beaucoup et n'a pas été en sa faveur. Vous voyez, donc c'est la façon de gérer en fait le pouvoir quelquefois qu'on fabrique effectivement son successeur. Je suis tenté de dire que c'est cela qui est arrivé. Mais cela n'arrive pas au fait que Sonko et l'autre là, et le président actuel de Faye soient restés effectivement dans une certaine synergie, mais avec une conviction forte et un engagement derrière soutenu par un travail parce qu'ils y ont cru. Et donc, je pense que c'est ça la leçon à tirer à ces deux niveaux-là. Pour toute démocratie, simplement pour dire qu'il n'y a pas d'homme providentiel, mais c'est le peuple qui doit rester debout, c'est le peuple qui doit rester à réclamer la justice, c'est le peuple qui doit rester là à dicter la conduite. Okay. Maintenant, le lien avec l'AES, je pense que l'AES n'a pas attendu et qu'il y ait effectivement ces mutations-là tout autour d'elle pour pouvoir se constituer. Elle s'est constituée parce que c'était une question de survie pour les États concernés qui ont une problématique majeure partagée qui est la problématique sécuritaire. Et je pense maintenant qu'ils travaillent effectivement en prenant conscience du niveau des ressources que regorgent effectivement ces différents pays de l'AES pour mettre ça en valeur et dans un contexte, on est d'accord, géopolitique et qu'il ne faut pas du tout oublier parce que ça c'est une réalité. Maintenant, je pense que ça travaillera beaucoup plus dans la collaboration. Ce que ça va changer, je pense que c'est de ce côté-là maintenant, la collaboration reste ouverte parce que le Sénégal va rester effectivement panafricaniste, souverainiste avec sa vision, avec sa façon de faire et c'est véritablement ce que aussi l'AES veut et donc ça laisse le terrain à une collaboration franche où il n'y aura pas cette influence ou cette ingérence extérieure pour dicter la conduite de cette collaboration. Qu'on prêtait à Macky Sall. Non, bon, qu'on lui prêtait, mais quand je dis ça, je ne dis pas ça par rapport à Macky Sall seulement, je dis ça par rapport à notre espace. Lorsque nous avons la chance entre États ou entre organisations régionales ou sous-régionales de collaborer en fait avec sérénité, je pense que cela va effectivement de bon gré. Pour donc revenir au Mali, depuis quelques jours, plusieurs partis et associations sont donc vent debout pour réclamer le retour à l'ordre constitutionnel. Ces acteurs, à travers un communiqué conjoint, c'est à travers un communiqué conjoint donc, que ces organisations ont déclaré la fin de la transition car, disent-elles, le temps qui était imparti à la transition a expiré depuis ce 26 mars. Docteur Touré, votre regard sur tous ces débats autour de la fin ou non de la transition, ça dépend de là où on se trouve. Le débat se polarise. Bon, cette question, quand est-ce que la fin de la transition, pour moi, la réponse est simple. Oui. La fin de la transition n'est pas pour demain. C'est-à-dire que la priorité n'est pas l'organisation des élections, la priorité n'est pas la fin des élections, en tenant compte du paysage politique des gouvernants.
pas de gouverner. Si on suit un peu leur logique. Parce qu'ils mettent en avant les réformes en cours. Et il y a aussi ce qu'il ne faut pas oublier, la dynamique au sein de l'AS. Est-ce que les élections ne seront pas des élections concertées? Est-ce qu'un changement au Mali va pas impacter un changement de l'AS, etc. Et nous sommes même à un début de formalisation de l'AS. Ils sont en train de préparer actuellement la conférence. Sauf que ce débat intervient après l'expiration du délai de 24 mois. Oui, je comprends cette question. Oui. S'agissant que la fin de la transition au Mali se réalise, c'est sûr que ça va impacter tout le processus en cours. Ça semble bien que c'est le Mali d'abord et qui a été le premier point du départ de l'AS. Pour dire que tout simplement, en prenant même le cas spécifique du Mali, les réformes en cours qui sont en train de se réaliser au tenant des gouvernants montrent que la fin de la transition n'est pas pour demain et les élections aussi ne sont pas des priorités. Parce qu'ils mettent en avant, ils disent que les réformes sont en cours, il y a beaucoup de choses qu'ils sont en train de faire. Et techniquement, si nous voyons aussi l'extension de l'autorité de l'État, de Bamako à Kidal, Todani, etc. Est-ce que ces partis politiques qui jugent qu'il faut aller aux élections, est-ce qu'ils peuvent aller battre campagne chez moi, à Tombouctou, dans les communes et les secteurs de Tombouctou? Je ne dirais pas non. Est-ce que ceux qui n'ont pas de courant actuellement, aujourd'hui, est-ce que la priorité pour eux, c'est les élections? La priorité pour eux, c'est d'avoir de l'électricité. À Gao, la priorité, c'est d'avoir résolu les problèmes de la crise humanitaire, etc. Donc, pour revenir en amont, ce que moi, je condamne un peu, c'est pour dire qu'à ce jour, le gouvernement aurait dû faire un communiqué juste pour un peu édifier la population et mettre fin à ces spéculations. Parce que jusqu'à ce jour, il n'y a pas un communiqué officiel pour dire, bon, la transition va continuer jusqu'à telle date et les élections à telle date. Parce que nous sommes partis d'un léger report à ce jour. Mais c'est des questions techniques. Non, pas un léger, on avait même donné une date. Hein? Oui, non, pour la tenue des élections. Parce que certains lisent, si on lit bien les discours, les uns et les autres tiennent la fin de la transition à l'élection présidentielle. Or, avant cette élection présidentielle, il y a une batterie d'élections. Donc pour moi, c'est des jeux de... Non, le choix avait été déjà fait. Hein, que c'était l'élection présidentielle qui était retenue. Oui, mais pour moi, c'est des jeux de mots. Pour moi, l'essentiel, actuellement, ce qui est clair, l'élection, ce n'est pas pour demain. La transition de la fin, ce n'est pas pour demain parce que les réformes sont en cours et la priorité est plutôt mise sur les questions sécuritaires. Et l'AES aussi s'impose. Et l'AES continue. Parce que s'il y a un changement, il n'y aura pas la conférence des chefs d'État, il n'y aura pas la monnaie, il n'y aura pas, etc. Beaucoup de choses seront mises. Mais si on suit votre logique, est-ce qu'on n'est pas dans une sorte de confiscation finalement? Bon, lorsqu'on donne un délai, ce délai n'est pas respecté, est-ce qu'il ne faut pas aussi entendre l'argument de l'autre camp? Bon, l'autre camp, les politiciens sont dans leur rôle. Parce que ça fait 4 ans, ils n'ont pas d'activité, ils n'ont rien. Donc, c'est-à-dire, c'est juste pour moi, c'est des discours pour dire que nous sommes là. Et nous comptons, il ne faut pas nous oublier. Et si leur logique, c'est de faire une forme d'assise autour de la transition et dégager ensemble un nouveau calendrier qui va les faire intégrer au sein du gouvernement, qui veut dire simplement un partage de gâteaux qui ne dit pas son nom. D'accord. Sango, des partis, associations, vont debout pour réclamer un retour à l'ordre constitutionnel après ce qu'ils appellent l'expiration du délai qui était imparti à la transition. Oui, Barou, moi je pense que les partis politiques sont dans l'air. C'est une bonne guerre, ils sont dans leur droit, c'est tout à fait normal que lorsque on établit un document comme quoi que la transition devrait prendre fin à partir du 26 mars 2024, donc si cette date arrive, il est normal quand même que le gouvernement puisse quand même tenir un discours auquel quand même pour leur dire voilà les raisons. C'est vrai qu'on nous parle de différentes réformes et l'accent est surtout mis sur la question de sécurité. Cette question de sécurité, je pense qu'il y a un effort considérable quand même qui est en train d'être fait. C'est ça. Maintenant, quand est-ce... Mais le plus important, c'est pour moi, s'il fallait quand même organiser rapidement que possible une rencontre avec la classe politique, dégager un chronogramme, discuter. Certes, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'aller sur 2 voies. L'autre voie, c'est quoi? C'est l'AS. Je sais qu'au sein de l'AS, déjà, certains ont tenu des discours comme quoi que l'élection n'est pas une priorité. Est-ce que ce n'est pas la même chose que ce que nous, à notre niveau aussi, c'est ce qui est en train d'être senti? Est-ce que ça ne serait pas une élection globale? Oui, est-ce que nous sommes dans un vide juridique après l'expiration de ce délai-là, selon vous? Moi, je pense qu'il y a eu des associations, en tout cas des magistrats qui ont saisi la Cour constitutionnelle par rapport à ça. On attend, c'est que la Cour constitutionnelle puisse quand même dire quelque chose par rapport à ça. Je pense que c'est eux qui ont
le garant, en tout cas, de cette constitution. Et s'il y a une vide constitutionnelle, c'est-à-dire vraiment de nous expliquer réellement. Et si c'est qu'il y a comme conduite à prendre, je pense que les Maliens vont suivre ça. Mais pour le moment. Djamoutere, la question de la fin de la transition, un débat qui divise les Maliens. Quel est votre regard? Bon, et d'abord, venons-en. Cette transition, je crois que sa base fondamentale, ce sont les ANR, les Assises nationales de la refondation. Les ANR sont venus après. Hein? Non, j'arrive, je suis d'accord. Mais au fait, toutes les politiques, même avec les grandes orientations, on les justifie avec quoi? C'est les Assises nationales de la refondation qui ont dit que la transition pourrait aller de 6 mois à 5 ans. Et donc, c'est comme si on suppose que les ANR sont le résultat d'une consultation populaire de la population malienne, ça veut dire que donc il n'y a pas plus de légitimité que ce qui émane directement de la population. Et de la population dit entre 6 mois et 5 ans. Et maintenant, les autorités de leurs propres chefs avaient pris l'initiative qu'après 24 mois, n'est-ce pas, cela pourrait arriver à atteindre. Donc ça, c'est à un moment donné, lorsque vous faites une certaine évaluation, n'est-ce pas, à un moment donné, mais il y a certains éléments qui vous échappent. Parce que l'environnement changeant, le contexte géopolitique changeant, et donc il peut y avoir, n'est-ce pas, des délais d'ajustement. Et donc c'est ce qui fait que, vous avez vu il y a de cela quelques mois, n'est-ce pas, ils sont sortis, même avant cela, on avait senti ça venir, ils avaient consulté la classe politique, même la société civile, ils leur avaient demandé de donner leur point de vue par rapport au reste de la transition à la durée. Et donc certains partis, je vois si vous vous souvenez très bien, il a été question que beaucoup de partis n'ont pas répondu. À un moment donné, la presse en est saisie, etc. Ils ont dit que jusqu'à sur 300, combien, il y a 80, combien seulement qui avaient répondu, etc. Et donc sur la base de ça, à la suite, ils avaient fait un communiqué pour dire qu'ils s'attendent à un léger report. Mais en avançant 2 arguments principaux. C'était quoi? C'était l'insécurité, n'est-ce pas? Plus la question du fichier électoral. Vous comprenez? Et donc, du coup, depuis là-bas, on s'attendait à ce qu'il y ait un glissement de ces 24 mois. Maintenant, ils ont même dit qu'il y a un léger report. Donc, du coup, entre les 0,6 mois et les 5 ans, moi, je me dis qu'ils sont dans la fourchette du peuple. Mais cependant, il y a des éléments qui ont été avancés comme arguments qui sont tout à fait solides. Avec le nouvel environnement que construit l'AIS, ce sont des nouveaux défis, des nouvelles variables qu'il faut intégrer dans la prise de décision. Maintenant, ce que moi je suggère, je condamne un peu, c'est le manque d'interaction entre l'ensemble des parties prenantes, que sont la société civile, les partis politiques, dans la prise de décision. Parce que pour prendre une décision, il faut d'abord préparer la décision en amont. Que les différents acteurs, comme vous le dites, les présidents, les partis politiques qui sont dans leur rôle en demandant la tenue des élections, il faut en amont avec la société civile pour expliquer, etc. Et donc, quand tout le monde comprendra les différents enjeux, je crois qu'il n'y aura pas de... Mais ce que moi, je fustige un peu dans la décision de ces partis politiques-là, c'est lorsqu'on demande une nouvelle transition. Et là, ça, je ne comprends pas du tout. Parce qu'on a déjà engagé une transition, beaucoup veulent en sortir, vous demandez encore une nouvelle transition, pour combien de temps impliquer? Pour moi, il serait mieux de demander un cadre de suivi, d'implication et de suivi, de se battre pour un cadre d'implication et de suivi, pour que désormais, lorsque les décisions sont prises en compte au nom du peuple malien, n'est-ce pas, qu'on ne laisse pas un groupe, peut-être aujourd'hui les gouvernants actuels, en faire à leur guise, mais qu'eux, ils soient impliqués, qu'ils aient leurs yeux là-dedans. Je préfère ça qu'on me dise une nouvelle transition de combien de mois? Pour quel objectif? Et là, moi, je n'ai pas compris. Donc moi, je m'attends à ce que d'ici la fin de l'année, comme vous l'avez dit tout à l'heure, moi je suis en tant que responsable politique, nous en notre temps, quand on avait été demandé, étant donné déjà les glissements qu'on avait sentis déjà au niveau du référendum, si vous vous souvenez très bien, au niveau du référendum, il y a eu déjà un glissement dans la date initiale du référendum. Nous avions dit que nous nous attendions à ce que les élections présidentielles se tiennent d'ici la fin de l'année 2024. Donc, nous voulons plus de précision et que désormais, si des décisions sont prises concernant une date, qu'il y ait une certaine fermeté. Donc, cela nécessite une certaine implication de l'ensemble des parties prenantes dans le suivi, n'est-ce pas, des différentes décisions qui seront prises. Mais nous pensons que la fourchette, c'est acceptable. Mais il faut réorganiser le processus pour que l'ensemble des parties prenantes soient impliquées, n'est-ce pas, dans la prise de décision et le suivi des décisions. Jara, votre regard sur tous ces débats? Non, je pense que cette intervention d'une partie de la classe politique, à mon avis, est quelque chose qui va dans le sens effectivement ils sont dans leur rôle, pour être plus simple. Ils sont dans leur rôle, mais je pense que quelque part aussi, aux yeux du grand public,
ils sont rattrapés par le fait que durant tout le processus de la transition, je pense qu'il y a eu des moments extrêmement brûlants, extrêmement difficiles, où on avait effectivement besoin d'avoir la synergie de la classe politique, non pas d'être aligné forcément sur les autorités, mais en fait leurs propositions, des solutions, leurs analyses pour vraiment une sortie de crise, parce que de par le passé, c'était extrêmement difficile. Je pense que ça, aujourd'hui, ça les rattrape. Et sur un certain nombre de plateaux, je pense que j'avais eu à dire à certains partis, aux représentants de certains partis politiques, qu'il était extrêmement déterminant que pour que nous ayons une transition réussie, que d'abord les partis politiques changent d'approche en leur sein et qu'ils essayent d'écouter le peuple, le fossé qui est là, pour effectivement se faire un mea culpa et essayer de rebondir avec de nouvelles approches pour démontrer maintenant qu'au-delà seulement des élections, cette classe politique-là ou cette classe politique est véritablement dans son rôle pour travailler à asseoir une démocratie. Mais cela étant dit, je pense que cette lecture de cette classe politique-là, à mon avis, est beaucoup plus motivée par le silence du gouvernement, par le silence des autorités. Et ce silence-là, je pense que ce n'est pas quelque chose de bien. Mais ça ne veut pas non plus dire qu'ils n'ont pas peut-être une vision. Mais là où je vais intervenir à ce niveau-là, c'est qu'on est d'accord que, souvent sur le plan militaire, certaines actions peuvent être mais vraiment faites, si vous voulez, en toute discrétion. Mais lorsque on veut travailler à asseoir véritablement de la stabilité sociopolitique parce que nos femmes sont au front, je pense que nos autorités doivent comprendre que la chose politique, la chose du développement se partage avec les autres forces vives de la nation. Aujourd'hui, ce qui pose problème, de mon point de vue, de mon analyse, c'est qu'on doit être convaincu qu'il faut quand même qu'un jour que la transition prenne fin. Il faut d'abord qu'on se mette d'accord que oui, elle doit prendre fin à tel horizon, au-delà de tous ces débats en fait juridiques, à mon avis, stériles qui s'installent à partir effectivement de la Constitution de la 4e République, en parlant aussi effectivement de la charte révisée, en parlant aussi du décret qui fait tout ça. Je pense qu'un dialogue politique était fondamentalement nécessaire à maintenir véritablement pour asseoir les deux points que j'ai dit tout à l'heure, à savoir tout ce qui est politique, tout ce qui est développement doit être pensé et réfléchi avec les autres forces vives de la nation pour asseoir la stabilité sociopolitique dont nous avons besoin, nous, pour être toujours au sein de l'AES, dont nous avons toujours besoin pour que nos femmes qui sont au front soient effectivement assurées qu'il y a une certaine stabilité. Donc ça veut dire que on doit se mettre d'accord. Pourtant, nos autorités ont tous les avantages à ce niveau parce qu'elles sont créditées en fait d'une légitimité, on peut dire quelque part sans précédent, en tout cas pour pas mal de pouvoirs politiques. Donc il y a cette légitimité-là aujourd'hui. Mais quand on l'a, j'ai toujours dit sur des plateaux, quand on a la légitimité, on sait très bien qu'on doit la protéger le long du temps. Et la protéger le long du temps, c'est au moins d'être transparent, c'est au moins d'être exemplaire, c'est au moins de mettre en avant l'inclusivité. Donc pour faire court à ce niveau, de mon point de vue, nos autorités, ce que je suis en train de voir, j'ai vu plusieurs interventions en fait du Premier ministre, Dr Choguel Keyalamaga, mais allant dans le sens effectivement peut-être d'expliquer un peu pourquoi, en fait d'expliquer pourquoi on n'est pas à la fin, pourquoi il y a le délai et tout ça, mais ça ne répond pas effectivement à la question parce que les gens, on n'a pas de visibilité. Et le président, dans son intervention à la fin de l'année, a dit que l'année 2024 sera consacrée. Il y a des efforts seront consentis pour que nous pour un retour à l'ordre constitutionnel. Mais ces efforts-là, nous ne les savons pas. Nous savons qu'il y a effectivement des réformes qui sont bien nécessaires, que nous partageons. Mais ces réformes-là doivent être inscrites dans un délai, partagées avec les autres, parce qu'il y a déjà cette légitimité qui est là. On n'a pas besoin de tomber dans une ruse encore. La ruse a été en fait la mode de gouvernance qui a mis à terre notre démocratie. Et ce que je peux dire aux autorités actuelles, c'est déjà conforté par cette légitimité d'aller sur le terrain de la transparence, de l'inclusivité, mais aussi de la rigueur de la loi qui reste, de manière à nous montrer un nouveau chemin, et ce chemin que nous empruntons. Pour finir là-dessus, je pense que ce que nous devons éviter, si vous avez fait attention, le mouvement démocratique
a péché depuis 91 seulement dans le fait de dire les 23 ans de Moussa Traoré, essayer effectivement de faire comme si ces années n'ont pas existé au Mali, peindre tout ça là en noir, essayer de tout ramener à ça au lieu de travailler à rencontrer les besoins légitimes le long du temps des populations. On est en train de refaire la même chose maintenant parce que ce qu'on dit c'est que les 30 années en fait de la démocratie en fait des partis politiques, les partis politiques doivent disparaître et ainsi de suite, mais pendant ce temps on doit travailler à mon avis, travailler à rencontrer les besoins, mais vraiment réguliers de nos populations de manière à asseoir de la confiance entre les dirigeants et véritablement les dirigeants. Et je pense que ça, il faut que nos autorités y prennent garde. Ce qui fait qu'on a aujourd'hui toute la communication sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas de dialogue politique qui sous-tend en fait cette vision. On a besoin de voir plus clair, M. Sidibé. Ok. Est-ce que, Dr Touré, il y a ce risque qu'on revive encore le Mali de 2020, par exemple, où la situation était tendue entre les autorités d'un côté et les M5 et RFP d'un autre côté déjà. Est-ce qu'il y a ce risque qu'on aille à une situation du genre? Oui, le risque est là parce que si vous suivez un peu, il y a une évolution même, parce qu'on tend vers des mouvements bipolaires à tort et à travers. Vous avez aussi la tension et le bruit au sein du M5 en trois morceaux. Je dis c'est les classes politiques divisées, pro-transition et anti-transition, si je peux le dire. Donc, dans tous les cas, ce qui, à mon avis, urge, c'est un communiqué du gouvernement pour dire clairement, pour mettre fin à toute spéculation, pour dire, bon, l'ANR a dit 5 ans, nous allons partir sur 5 ans et spécifier les délais et les actions à entériner. Donc, pour éviter encore... On a déjà fait 4 ans quand même. Oui, en tenant compte, parce qu'on a dit de 6 mois à 5 ans, en tenant compte. Parce que comme je l'ai dit, les politiciens sont dans leur rôle. Ça fait 4 ans, ils n'ont plus d'activité, ils ne font rien. Donc cela veut dire qu'eux-mêmes, ils sont dans les quêtes de conquête et de conquête du pouvoir. Il y a la société civile aussi. Oui, la société civile aussi, parallèlement, il y a une société civile aussi qui est divisée. Parce que le problème qui se pose, en réalité, c'est un jeu de dupes. À qui profitent ces deux ordres? À qui profite ce qui se passe actuellement? Ça n'honore personne, comme l'a dit le doyen. Ce qu'il dit, c'est un communiqué clair qui spécifie, bon, nous allons partir sur 10 ans, 5 ans, spécifiquement pour dire qu'est-ce qui va se passer, pour mettre fin à toute spéculation. Bon, le risque de revenir sur 2012 veut dire quoi? Que les gens ne vont pas rester les bras croisés. Parce que quelqu'un qui est engagé, les luttes politiques peuvent aussi nous amener à d'autres surprises que nous ne le souhaitons pas. Par exemple, il y a le cas des mouvements démocratiques de 91 qui sont là, les anciens qui sont contestés. Il y a aussi ceux qui pensent que le 23e de Moussa Traoré ne doit pas être compté. Les anciens de l'AM, il y a une bagatelle de tensions politiques. Et c'est là si on peut s'ajouter, si cela on peut ajouter, les tensions qui sont là. Il y a bientôt la grève des banques, et il y a aussi l'IMPP, les pharmaciens. Donc il y a une série de difficultés qui sont en train de désenclasser, on ne fait pas attention. Tout ça qui peut mettre fin à ça, c'est les autorités, c'est leur rôle. Ils ont obligation de pacifier, d'unir et de faire participer les populations dans les prises de décision. Maintenant, quand tu as fait une nouvelle transition ou un nouveau délai, ça c'est ce que moi j'appelle toujours les partages des gâteaux, il ne faut pas faire une transition pour une transition. On dit clairement, bon, on continue, on prend compte les 4 ans, on ne prend pas compte. On dit, bon, vraiment, voici ce qui va se passer. D'accord. Docteur Sango, est-ce qu'il y a ce risque qu'on revive cette situation du Mali de 2020? Oui, moi je pense que déjà tous les ingrédients sont déjà là pour qu'on puisse revivre ça, parce que c'est-à-dire en dehors même que ce qu'on entend de vivre, je pense que les difficultés quotidiennes des Maliens sont là, qui n'est pas être exclu. Même si aujourd'hui nous acceptons, parce que compte tenu de ce qui se passe au nord du Mali et l'armée, c'est que l'armée est en train de se faire, c'est sur le plan sécuritaire. Mais en dehors de ça, mais si vous n'avez rien à mettre sous vos dents, c'est une autre réalité aussi qui est là. Donc, quelle que soit la façon dont vous allez soutenir, et si vous avez faim, c'est difficile de pouvoir soutenir. Et ce qui est en train aujourd'hui de se passer dans nos structures de santé, dans beaucoup quand même, nous voyons que des choses extrêmement difficiles à supporter. Vous voyez que le problème d'électricité, c'est que nous ça ramène. Quelqu'un l'a su bien dit. Certes, c'est vrai, certes, le soleil est sorti, la canicule est là, mais si nous avons l'électricité, au moins, on peut avoir des ventilateurs pour pouvoir refroidir au moins quand même nos chambres. Mais si nous n'avons pas ça, mais moi, je pense que tous ces éléments sont déjà là. La classe politique se trouve, d'une part, exclue, la gestion de la chose publique, et la société civile, la même chose, même si une partie de la société civile continue à soutenir quand même la transition, mais également, il y a certaines qui ne s'en soutiennent pas. Mais je pense que ce qui est important, nous l'avons tous dit ici, c'est de tenir tout de suite un discours sur lequel
les choses sont beaucoup clarifiées. Mais par rapport, comme tu l'as su bien dit, une transition civile qu'on parle, moi je ne suis pas également sur le même avis que eux, parce que pour moi, transition pour transition, ça n'a pas d'importance. Il est temps qu'on nous dégage un chronogramme, qu'on nous dise, voilà, les 5 ans qui a été dit ici, réellement, c'est pour aller sur les 5 ans. Voilà, c'est 5 ans, c'est qui est prévu pour faire. Ou bien, je pense. Mais il faut quand même discuter avec le peuple, il faut vraiment dégager un chronogramme, il faut échanger avec les gens, dans lequel quand même on puisse savoir dans quel côté on peut être. Et la chose la plus importante, il a su bien dire, c'est-à-dire que c'est vrai, quand on est militaire, on accepte d'être dans un environnement où c'est beaucoup plus sécurisé, où on essaie quand même d'être beaucoup. Alors quand on va sur le terrain politique, c'est beaucoup plus la transparence, c'est beaucoup plus l'explication, c'est beaucoup plus que la chose doit être sur la place publique. La redevabilité. Donc c'est ça. Donc on ne peut pas concomiter dire que la chose est là, qu'il faut mettre... Il faut expliquer ce qui se passe. Et c'est là peut réellement créer la confiance entre ceux qui sont non-gouvernants et les gouvernés. C'est ça. Jamtene, comment vous comprenez déjà le silence des autorités malgré l'insistance de tous ces mouvements par rapport au retour à l'ordre constitutionnel? Ok, et permettez-moi, je voudrais dire une chose. Vous avez posé la question de savoir est-ce qu'on pourrait se retrouver dans la situation de la M5 avec IBK. Vous savez, dans toute chose, il y a les éléments, il y a les causes lointaines et les causes immédiates. Et il y a ce qu'on appelle l'élément déclencheur. Il y a l'élément déclencheur. Quand vous vous souvenez très bien, avec IBK, il y avait beaucoup de frustration, mais il a fallu les élections législatives, n'est-ce pas, que certains aient été spoliés de leur mandat, un certain nombre de choses pour que toutes ces frustrations que les gens avaient accumulées durant des années, n'est-ce pas, explosent. Nous sommes actuellement dans une période où les gens sont en train d'encaisser. Mais au fait, il y a un élément majeur qui fait que, dont la pondération excède de loin celle des autres, c'est l'effet libération de Kidal du Mali. Au fait, même quand les gens veulent se plaindre, on a peur de retomber dans cette situation d'insécurité avant où on disait Fane a attaqué, Kati a attaqué, ici, Sanankoroba. Vous voyez tout ça. Donc les gens, cet élément-là, c'est un élément majeur. Mais attention, vous avez vu la crise d'énergie qu'a connue le Mali aujourd'hui, ça va être un régime démocratique, vous serez parti. Il y a beaucoup de choses que le peuple est en train d'encaisser parce que, vu l'effet de la libération, donc les gens jusqu'à présent, mais il faut que les autorités agissent. Est-ce que cela ne dépend pas aussi de la nature des régimes? Non, au fait, c'est la situation qui fait le larron. Même si, vous avez parlé tout à l'heure du cas du Sénégal, si la gouvernance MAC et autres, quand les premiers dirigeants sont responsables, sont clean, c'est-à-dire que ça ne contribue pas à l'émulation d'un leadership opposant très bien. Mais venons dans notre situation. Donc, il y a cette peur de l'insécurité qui fait que les gens se retiennent jusqu'à présent. Vous comprenez? On ne veut plus tomber. C'est vrai que le problème de la classe politique actuellement, c'est que ceux-là qui sont en train d'incarner aujourd'hui sont connus. On connaît pour la plupart le résultat de leur gestion. Donc aujourd'hui, la population est en train de comparer entre cette classe politique traditionnelle qu'elle connaît et aujourd'hui les gouvernants actuels. Donc même s'il y a des problèmes actuels, ils préfèrent dire que nous préférons le résultat de la gouvernance actuelle par rapport à ce que vous nous avez donné pendant les 30 ans. Mais ils doivent agir pour éviter l'élément déclencheur. On ne sait pas quand ça peut venir. Vous vous souvenez très bien, dans le moment d'IBK, 2005, l'attaque de Sikasso, vous avez vu, on a perdu un élément. Après, il y a un policier, je m'excuse, à Kaï, vous vous souvenez très bien, où il y a eu ces différents décès. Donc, tous ces différents éléments se sont retrouvés à un moment donné où on ne pouvait plus contenir les gens. Vous avez vu, c'est ce qui fait que le M5 est allé dans tous les sens, parce que c'était des groupes qui se sont retrouvés sans pourtant qu'ils n'obéissent tous à un même déchet. Maintenant, vous dites pourquoi le gouvernement. C'est le gouvernement gagnerait, parce que ce que nous avons constaté, depuis le début, depuis la transition jusqu'à maintenant, c'est-à-dire qu'ils tentent souvent de donner l'information, mais il n'y a pas de réelle communication. La communication voudrait dire l'interaction, l'implication des différentes parties prenantes, n'est-ce pas, dans le processus, pleinement. Mais on a l'impression que chaque fois, on tente de donner, d'informer, de communiquer, non seulement l'information, le point de vue, c'est la perception d'un acteur, d'un côté souvent qui est donné. Il faut que le gouvernement évite ça parce qu'on ne sait pas quand est-ce que l'élément déclencheur, n'est-ce pas, va intervenir. Diarra, est-ce qu'on court le risque de revivre la situation de 2020? Je pense que le risque, il n'est pas à écarter, mais il ne sera pas de même nature. Si vous avez fait attention en 2020, c'est beaucoup plus les populations
en fait, qui étaient là, porter leur aspiration, mais vraiment dans la rue. C'était pas parce que c'était des leaders en qui ils avaient confiance, mais parce que ces aspirations-là étaient là. Et le contexte géopolitique international n'était pas aussi réel et intense pour nous. Mais maintenant, si vous faites attention, et actuellement, ce qui va arriver, c'est sûr que les partis politiques ou la classe politique n'est pas aujourd'hui en mesure de mobiliser tant cette population-là. Parce que cette population accorde sa confiance en fait aux autorités actuelles et c'est quelque chose de pratique parce que les autorités actuelles ont posé des actions qui rencontrent les aspirations de ces peuples-là. Mais ce qui va se faire, un mot a été utilisé sur un de vos plateaux, c'est la clandestinité de la classe politique. Et quand tu lis cette clandestinité au contexte géopolitique international, on peut faire attention. Et si vous regardez bien, on dit oui, on est globalisé, on est dans un contexte régional et tout ça, et on parle de globalisation. Mais lorsque la géopolitique internationale vraiment fait focus en fait sur une zone où vous êtes, vous devez d'abord travailler en votre sein à cette stabilité sociopolitique. Vous devez faire compact pour pouvoir avancer individuellement dans les pays de l'AES et au sein de l'AES. Si nous ne faisons pas ça et que nos classes politiques tombent effectivement dans la clandestinité, alors que tout autour de nous, vous avez toutes ces puissances-là effectivement qui rôdent pour leur intérêt et ne font pas de distinction entre le pour et le contre de nos autorités, mais ils regardent seulement leur seul intérêt. Ce qui fait que vous allez voir qu'il y a une sorte d'étouffement économique qui est en train d'arriver, qui ne dit pas son nom, mais parce que dans la géopolitique internationale, on travaille effectivement à vous mettre la pression, à faire en sorte qu'on vous étouffe en réalité pour qu'il y ait une certaine implosion à l'intérieur. Et donc, nous devons éviter de tomber dans ces choses-là. C'est pour cela qu'il faut que le dialogue politique, que le gouvernement puisse prendre. Et quand on dit le gouvernement, c'est vrai qu'on beaucoup vont dire tout de suite le Premier ministre, mais moi je dirais c'est d'abord le président de la transition qui doit impulser cela. Parce qu'on sait déjà combien, je pense que le Premier ministre, dans ses dernières interventions, essaie de démontrer qu'il y a une certaine opacité au niveau des organes de la transition, une certaine collégialité. Donc je ne serai pas plus royaliste que le roi. Je vais dire ça, c'est quelque chose de bien. Mais dans la pratique, nous qui sommes de loin, on est en train de regarder que ce n'est pas aussi opaque que ça. Alors que c'est cela qui doit se faire en incluant les forces vives pour que nous ayons cette stabilité sociopolitique indispensable en fait pour la suite de la transition. C'est sur cette note qui prend fin ce numéro de votre émission Regard croisé qui recevait comme invité Dr Amadou Touré. Il est spécialiste des questions politiques. Dr Ibrahima Sango, analyste politique, Bagui Diarra, analyste politique, et professeur Abdul Karim Djamoutene, professeur d'enseignement supérieur. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir.